Salut tout le monde! Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Oui ou pas? Un petit peu de Kirikou, pourquoi pas? Comment il est tout le monde? Comment ça va? Ça va ou pas? Salut à tout le monde, on est jeudi. Ça va très bien, merci, merci. Bam! On est jeudi, c'est le 19. Le 19 mai. On est à la musique. J'espère que vous avez passé un bon début de matinée et que vous allez continuer à passer une bonne journée, bien évidemment. C'est le 19 mai, on est jeudi. Il est 10h02. L'heure, c'est l'heure, on est à l'heure. Salut Marie. Salut donc, salut Célia, Caro, Aksoubou et Loutre. Et salut à tous ceux qui regardent sans discuter parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire. Mais je vous vois, hein, je vous vois, Moglinette, Vanessa, je vais pas tous vous citer, mais vous êtes là, et ça fait plaisir, et on embrasse tous ceux qui sont là en replay, bien évidemment. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Ce matin, il y aura des sujets légers, et il y aura des sujets moins légers aussi. Hein. Autant la semaine dernière, on n'avait pas trop fait dans le léger, parce que si je me rappelle bien, la semaine dernière... oui, c'est la semaine dernière. Je baisse un petit peu, là. Hop, là. La semaine dernière, je crois qu'on avait parlé... c'était la semaine dernière, non? Qu'on avait parlé des suicides à la poste, des suicides des survivalistes et tout ça. Ouais, la semaine dernière, c'était pas joli. Mais là, j'ai prévu un petit sujet léger. Et d'autres un petit peu moins. Donc, on va parler tous ensemble ce matin de 4 gros sujets. J'ai besoin de vous aujourd'hui parce que ça va être des sujets importants comme tous les jeudis, comme à chaque fois. Donc on va parler d'Elisabeth Borne qui a été élue première ministre et on va faire aussi la passerelle avec les législatives qui ont lieu dans un mois. Parce que les législatives c'est le 12 et le 19 juin, donc on est vraiment dans un mois, pile dans un mois. On va faire la passerelle, du coup, avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il pourrait être élu Premier ministre? On va parler de ça. On va parler de ce qui s'est passé lors de la manifestation du 1er mai. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 semaines. Hein. Une femme a été filmée agressant un pompier. On va parler de ça. On va parler des dérives qu'il peut y avoir dans les manifs et tout ça. On va parler du Lido. Il n'y a pas des suicides au Lido, mais on va parler du Lido qui va fermer. Le Lido, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent du Moulin Rouge. Enfin, voilà, c'est des lieux, des salles de spectacle où il y a les fameuses revues cabaret, avec les plumes, avec le French Cancan, avec plein de choses comme ça. Hein. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a une des candidates de Koh-Lanta, c'est Olga, qui a été danseuse au Lido, ou je sais pas si c'est au Lido, sur ceux qui regardent Koh-Lanta, mais il y a une des candidates là qui a été danseuse... meneuse de revue, je sais pas si c'est au Lido ou dans un autre. Mais voilà, donc ça va fermer. C'est une institution en France, quand même, c'est une institution, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est quand même un truc qui est là depuis des années. Voilà, je veux dire, le Lido va fermer, donc on va ouvrir là-dessus, je vais vous parler de ça. Et puis aussi, j'ai envie de parler avec vous, des hommes politiques qui sont accusés de agression sexuelle, souvent c'est agression sexuelle ou harcèlement, des fois... aussi violence conjugale, tiens, j'avais oublié violence conjugale, voilà. 3 grandes choses totalement dégueulasses, mais il y a des hommes politiques comme ça qui sont accusés d'eux, d'avoir battu leurs femmes ou d'avoir agressé des femmes, et qui continuent d'exercer. Mais il y en a aussi qui décident de se retirer. Donc on va parler un peu de ça. Merci Lexi pour l'abonnement, merci beaucoup. Merci. Donc on va parler de ça, des hommes politiques, pas que politiques, hein. On va pas s'étaler sur autre chose, sinon on va y passer 3 heures, qui sont accusés. Moi je parle même pas de ceux qui sont soupçonnés ou quoi, ceux qui sont accusés, violence conjugale, harcèlement sexuel ou agression sexuelle, et qui peuvent continuer à... Voilà, on va parler de tout ça, voilà, vous avez compris l'idée. Donc ça va être nos 4 grands thèmes. Nos 4 grands thèmes, hop,
Voilà, on ferme et c'est bon. Alors, on va ouvrir sur le Lido. On va ouvrir sur le Lido, donc le Lido, alors... Roulia nous dit ça ne ferme pas définitivement le Lido par contre. Exactement. Exactement, hein, ça va pas fermer définitivement, mais donc c'est une information. Pourquoi ça m'a fait rire cette info? Elle m'a fait rire parce que c'est une information qui est sortie pour la première fois sur BFM Business. Alors pourquoi ça m'a fait rire? Parce que le Lido, donc c'est parisien, c'est une revue cabaret, voilà, je sais pas depuis combien de temps ça existe, le Lido, si vous arrivez à me trouver l'information, j'ai pas fait la recherche historique, mais voilà, si vous avez envie de vous amuser vite fait, vous cherchez vite fait si vous êtes sur votre ordi, je pourrais le faire, mais ça me fait trop de manip, voilà. Et donc, en fait, le Lido, la salle, le Lido, a été racheté en décembre 2021, donc c'est tout récent, par le groupe Accor. Le groupe Accor, vous connaissez les hôtels Accor, c'est Mercure, Novotel, Sofitel, Ibis. Je connais parce que j'ai travaillé pour le groupe Accor. On a Ibis en 2, on a Mercure en 3, on a Novotel en 4 étoiles. On a, ou Sofitel, je sais plus si c'est 4 ou si c'est 5. Sofitel, je crois que c'est 4. Novotel, c'est pas 4, c'est 3 et 4, mais je sais plus. Et il y a aussi bon, bref, le groupe Accor, c'est un gros truc, tu vois. Ils ont racheté le Lido. 1946, merci Marie. Le Lido existe depuis 1946, donc tu vois, à l'après-guerre, quoi, hein, juste après la guerre, voilà, ça a été créé juste après la guerre. Inauguration en 1946, nous dit Célia. Effectivement. Vous avez vu que les abonnés, petite parenthèse, ceux qui sont abonnés Twitch, vous avez maintenant vos commentaires sont highlightés, sont entourés, suralignés. Voilà. Donc, c'est un avantage aussi de plus pour les abonnés Twitch. Voilà, vous avez vos commentaires qui sont automatiquement mis en avant, mis en valeur dans le chat. Donc, bon, là, vous êtes 22 ce matin, donc vos commentaires sont pas noyés. Mais je repense notamment à un live qu'on avait pu faire sur les animaux de compagnie ou le live qu'on avait fait avec Bibou sur l'inégalité entre les pères et les mères. Là, il y avait eu énormément de commentaires et il se peut qu'on n'ait jamais vu le vôtre. Voilà. Et ben, les abonnés, voilà, vous êtes surlignés, donc nos yeux vont automatiquement un plus là-dessus. Voilà, c'est un petit avantage supplémentaire. Twitch rajoute quand même pas mal de choses comme ça, donc ça c'est cool. Le mois prochain, je prends un abonnement pour ta chaîne, Julien. Bah, merci l'autre, merci beaucoup. Ah, tu peux dire votre chaîne, hein, parce que même si Bibou, elle est là le mercredi pour la salsa, et c'est pas dit qu'elle ne viendra plus jamais sur Twitch, attention. Hein, là, on se reprend, on reprendra des lives avec Bibou, vous allez la revoir. On ne sait pas comment on va s'organiser encore, mais c'est absolument pas... acté qu'elle ne reviendra plus jamais en live. Vous la reverrez, vous en faites pas. Je crois que ce n'est que pour vous, nous dit Diet Marie. Non. C'est une nouveauté que voilà. Il faut effectivement que c'est moi qui l'ai activé, hein, par contre, Marie. Hein, c'est moi qui l'ai activé. J'ai activé parce que Twitch a dit, voilà, si vous voulez, les abonnés peuvent, tac. Donc j'ai dit, ah bah tiens, oui, tiens, on peut highlighter. Bon, hop, allez, on highlight. Et j'ai dit, ok, on y va. C'était la petite parenthèse. Et donc le groupe Accor a acheté en décembre 2021 le Lido. Donc c'est une info qui est sortie sur BFM Business et je trouvais ça cool dans le sens où je me suis dit, ah bah, tu vois, c'est une information qui aurait pu sortir sur BFM ou sur TF1, au journal de 13h. Je vois très bien Jean-Pierre Pernaut ou je sais pas moi, quel autre présentateur télé. Bon bref, je vois bien, Jean-Pierre Pernaut n'est plus là d'ailleurs, mais vous voyez, on le cite comme ça parce que c'était vraiment le mec historique du 13h qui parlait des campagnes, de la France, de ci, de ça, voilà. C'est pour ça que je le voyais très bien, Jean-Pierre Pernaut, dire « Le Lido va fermer ses portes, la revue Cabaret s'arrête. » Donc il va pas fermer ses portes, mais la revue Cabaret du Lido va s'arrêter. Donc l'info a été lancée par BFM Business, et ensuite relayée sur plein d'autres médias. Et donc, sur BFM Business, ils expliquaient que le groupe Accor, donc c'est une chaîne économique, hein, donc c'est accès économique, bien évidemment, ils expliquaient que le groupe Accor juge que la revue Cabaret du Lido n'est suffisamment pas rentable.
parce qu'il y a trop de salariés, que la masse salariale coûte donc trop cher, en comparaison aux recettes qui sont faites par les dîners-spectacles, les revues du Lido. Bon alors, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même, parce que bon, je sais pas si vous savez les prix, hein, pour aller voir un spectacle du Moulin Rouge ou du Lido, mais c'est quand même pas donné, je crois que c'est entre 100 et 150 euros pour le spectacle. Ma grand-mère, elle y allait d'ailleurs, ma grand-mère, elle est allée au Lido il y a même pas 2 mois, ils ont fait une sortie avec les aînés, les papis, mamies, troisième âge, donc c'était la commune, là-bas, elle habite à Paris, ma grand-mère, hein. Sa commune lui a payé, enfin lui a pas payé, mais ils ont payé une partie, hein, les papiers et mamies. Mais voilà, elle est sortie en car, ils sont partis en car au Lido et tout ça, ils ont mangé là-bas. C'était l'après-midi, évidemment, ils n'ont pas fait ça le soir. C'est voilà, pour les papis et mamies ou pour les enfants, évidemment, tout se fait l'après-midi. Bon, les enfants ne vont pas au Lido, hein, bien évidemment. Mais donc, ma grand-mère, elle y est allée, là. Donc, elle a vu un des derniers spectacles du Lido. Elle m'a dit que c'était très bien, d'ailleurs. Euh, et donc, c'est pas donné, hein, ces trucs-là. C'est pas donné. Mais la masse salariale coûte quand même trop cher. Donc, Accor, ils ont décidé d'arrêter ça. Et je voulais vous demander, du coup, si ce type de spectacle-là, revue cabaret, qui sont vraiment spécifiques au Lido et au Moulin Rouge, les salles parisiennes, mais il y en a plein en France, hein. Il y a des revues cabaret dans plein de coins de France, hein, faut pas croire, hein. Et revues cabaret, donc avec les plumes, avec le topless, donc où tu vois les seins, les strings, des fois il y a des serpents, etc. Le French cancan, tout ça, moi j'en ai jamais vu vraiment en vrai, tu vois. Et c'est un truc, moi, que j'adorerais aller voir. Et des fois, quand j'en parle autour de moi, les gens disent, mais moi, j'en ai rien à cirer de ça, moi. Quoi ça me sert d'aller voir des filles qui ont les seins à l'air, tu sais, les gens, ils parlent comme ça. Quoi ça sert d'aller voir des filles qui ont les seins à l'air, avec des plumes, et qui font de la danse comme ça. Ça sert à rien, moi, j'en ai rien à cirer. Je vais pas payer 150 balles pour aller voir ça. Je voulais juste vous poser la question, voilà, sur le chat. Est-ce que ce type de revue spectacle, c'est quelque chose que vous aimeriez voir? Est-ce que vous en avez déjà vu? Et est-ce que là, le fait que le groupe Accor, qui est un grand groupe hôtelier français, hein, coté en bourse, etc., Accor, c'est pas n'importe qui, décide comme ça de racheter le Lido en décembre 2021, 6 mois après, il décide de fermer complètement la revue spectacle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 150 personnes qui vont plus avoir de travail, hein. 150 salariés, finito, merci, au revoir. Voilà. Pas que des Français, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des danseuses et des danseurs qui viennent d'autres pays, etc. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'est comme si tu fermais une usine, en fait. Parce que souvent, en France, dès qu'il y a une usine qui ferme, tout le monde est là, ah, ce cas-là, c'est honteux, on ferme l'usine de pneus, on ferme l'usine de caoutchouc, de je sais pas quoi, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes à la rue. Là, le Lido, c'est 150 personnes. J'ai pas vu du tout les JT dire scandaleux, 150 salariés vont être fermés, vont être virés par le groupe Accor. Non, non. J'ai l'impression que ce qui scandalise en France, c'est quand c'est des ouvriers qui perdent leur travail. Mais le reste, c'est pas le même impact, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Et là, du coup, j'ai trouvé ça un peu particulier, cette façon de gérer cette news, dans le sens où BFM Business, ils ont dit, voilà, le groupe Accor va supprimer tant de postes parce qu'il juge que c'est pas rentable. Ça a été relayé dans les infos, tac tac tac. Mais voilà, il n'y a pas eu, j'ai pas vu d'interview de syndicats, j'ai pas vu TF1 aller voir les danseuses, aller voir les danseurs, aller voir les costumières, les coiffeuses, les maquilleuses. J'ai pas vu ça. Peut-être qu'on le verra quand vraiment ça va fermer dans je sais pas dans combien de temps. Là, c'est juste la news, elle est sortie il n'y a même pas 6 jours, 5-6 jours. Donc peut-être qu'on le verra, hein. Peut-être qu'on verra des gens, des journalistes aller au Lido pour interviewer les artistes, comme ils pourraient interviewer l'ouvrier de l'usine Bridgestone ou je sais plus, le truc de frigo là qui avait fermé, Whirlpool. Voilà. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé ça particulier, la différence de traitement à chaque fois entre les métiers. Mais bon, voilà. Alors, Loutroudi,
L'autre qui dit, ah, j'ai hâte effectivement que Juliana revienne sur Twitch. Bah oui, bah effectivement, bah, je lui dirai. Je pense qu'elle elle en est consciente de toute façon, parce que vous n'êtes pas la première à lui dire. Euh, attendez, j'arrête de parler 2 secondes. C'est quelqu'un qui est à la porte. 2 secondes. J'aime pas, il y a un démarcheur, je vais voir ce que c'est. Il y a un démarcheur à domicile. Je vais voir c'est qui. Attendez. J'aime pas ça. J'aime pas les gens qui viennent taper chez nous comme ça. Je reviens. C'est bon, rien de grave, Bibou a réussi à lui dire non très poliment. On avait oublié de fermer notre portail. Alors les gens, des fois, ils rentrent chez nous, ils tapent à la porte. Bonjour, ben, c'est un peu chiant. Mais bon. Ça, c'est les joies de la campagne. Mais t'as du démarchage aussi en ville, tu me diras. Mais j'ai l'impression qu'on en a plus depuis qu'on est à la campagne, c'est un peu chiant. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Donc sur le Lido, Célia nous dit, j'ai vu une fois une revue cabaret, c'est chouette, c'est à voir, mais je n'irai pas tous les ans non plus. Je suis d'accord avec toi, Célia, c'est un truc moi aussi que j'aimerais voir une fois. Donc là, le Lido va fermer, bon, en soi, il y en a d'autres, des revues cabaret, comme je vous l'ai dit. Voir une fois pour pas mourir bête, mais c'est pas un rêve non plus, nous dit Aksubu. Il y a Caro qui dit, par rapport à la différence de traitement de l'information, c'est du divertissement, alors tout le monde s'en fout. On va toujours être, effectivement, je pense qu'on va toujours, le français va être plus sensible entre guillemets, je mets des guillemets, au petit ouvrier qui perd son travail, plutôt qu'à l'artiste. Effectivement, alors c'est totalement choquant et totalement débile, hein, parce que, euh, voilà, mais oui, t'as raison, Caro, voilà. Il y a Choupiflou qui dit c'est pas juste des seins à l'air, justement, et ben, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une prestation artistique à part entière. C'est comme aller voir un ballet de danse classique ou autre, etc. Et tu as totalement raison, Choupiflou, c'est ça. C'est une prestation artistique, comme tu peux aller voir une comédie musicale, par exemple, oui, ou un ballet, si tu as envie d'aller voir un ballet de danse classique ou autre. Euh, ou n'importe quel type de spectacle. Voilà, t'es baigné dans un univers, je pense que le Lido ou tous ces revues cabaret t'as la féerie qui te prend direct avec les fameuses musiques de cabaret qui moi, pour en avoir entendu chaque été, sans avoir les danseuses, enfin, j'ai assisté et j'ai travaillé sur des spectacles à tout petit niveau, à échelle communale, vraiment départementale, vraiment des toutes petites troupes de spectacles avec qui j'ai travaillé. Mais voilà, j'ai vu les plumes, les strings, les coiffes de samba, les trucs comme ça, les filles qui dansent voilà, bien, déjà, qui dansent bien sur tout type de musique, des chanteurs de talent que j'ai pu éclairer sur scène, c'était magnifique avec ces musiques de cabaret que j'ai pu le titre là, Copacabana notamment, mais il y en a plein d'autres. Mais voilà, et c'est vrai que mais j'ai pas eu la chance de voir vraiment la vraie revue cabaret et j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça manque trop les lives du vendredi. Salut à toi Sarah, première fois sur le chat pour toi. Bah oui, bah je sais bien, ça manque les lives du vendredi. Bah oui, ça reviendra peut-être, mais ce sera peut-être un autre jour de la semaine. Hein, ce sera peut-être plus le vendredi. On choisira peut-être un autre jour. On n'a pas encore décidé, mais il y aura de nouveau le retour du live du soir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va le caler dans la semaine, on verra. Voilà. Alors il y a Aksubu qui dit, pour répondre à Caro qui dit, vu que c'est du divertissement, alors tout le monde s'en fout. Il y a Aksubu qui dit, je pense que vu que c'est pas un boulot alimentaire entre guillemets, du coup je pense que les gens s'en moquent. Ah Aksubu, c'est intéressant ce que tu dis ça. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, je vais le garder en tête. Il faudrait qu'on vienne là-dessus sur les boulots alimentaires et les boulots que les gens aiment faire. C'est intéressant ça ce que tu dis. Il y a Caro qui dit ça n'a pas le pathos de l'ouvrier qui a travaillé toute sa vie à la sueur de son front avec des horaires impossibles. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ouais. Il y a l'autre qui dit ça n'a pas assez d'intérêt pour moi pour dépenser autant dans ce genre de spectacle. Par contre, respect à ceux qui le font, ça doit être génial quand même. Oui. Oui, c'est clair. Je n'ai jamais raté un seul live, nous dit Sarah. Bah merci, c'est toujours en replay pour toi. Et ben là, t'es en live pour la première fois. Écoute, Sarah, ça fait plaisir que tu commentes en live et tout. C'est vrai qu'il y a plein d'abonnés qui regardent les replays et en fait, on vous voit pas parce que bah, vous n'êtes pas dispo aux heures. Et gros bisous à vous, à tous ceux qui regardent les replays. Franchement, c'est
Ah, merci, 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 merci. Et pourtant, je suis sûr qu'elle charbonne les danseuses, effectivement. Et c'est vrai que... euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, revenons sur ce que Atsubu a dit, là, sur ces métiers alimentaires et ces métiers qu'on fait par passion. C'est vrai que voilà, si on peut comparer, il y a plein de gens, effectivement, qui font des métiers parce que, bah, ils sont tombés là, dans ce métier-là, parce que, bah, il y avait que ça, là, où ils travaillaient. Voilà, je pense à certains coins paumés, comme chez nous, ou certaines régions de France où, bah, entre guillemets, si tu veux travailler, bah, t'es obligé de travailler dans telle usine, voilà. Telle usine, c'est cette usine-là qui va embaucher, ou ce complexe logistique-là, ou si tu es sûr que tu veux travailler, bon, bah voilà, fais ta formation de chauffeur routier et tu vas pouvoir bosser parce que tu t'habites près d'une autoroute et qu'il y a des plateformes logistiques, etc. Donc, bah, les mecs, les mecs, les mecs et les femmes, voilà, ils sont là, tac, ah, vas-y, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire de ma vie, bah vas-y, je fais ça. Voilà, ça c'est un métier qu'on dit métier alimentaire. Et il y en a qui ont des métiers alimentaires toute leur vie, voilà, toute leur vie. Mais il y a aussi des gens qui commencent à faire un métier alimentaire et qui en fait, ils restent dans l'entreprise parce que bah, tout simplement, ils kiffent leurs conditions de travail, ils kiffent leurs collègues, ils kiffent faire ce qu'ils font. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas dire que l'ouvrier ou celui qui est caissier, les gens qui sont caissiers toute leur vie, est-ce que, je sais pas s'il y a des caissiers ou des caissières là ce matin, mais quand tu commences, je veux dire, je pense pas que ce soit une vocation, tu te dis pas, tiens, j'ai envie d'être caissier, tu vois. Donc il y a des gens, ils commencent, voilà, ils posent leur CV un peu à droite à gauche dans les grandes surfaces, à 20 ans, à 25 ans, peu importe l'âge. Et un jour, ils sont pris, bon, vas-y, t'as envie de faire... Là, j'ai une dispo pour faire hôtesse de caisse, hôte de caisse, bah vas-y. Hop. Et tu fais ton petit truc comme ça, et puis tu te rends compte que, bah, au final, t'aimes bien. T'aimes bien, mais tu vas peut-être pas aimer tout de suite, tu vois. Mais au final, tu te rends compte, tu vois pas le temps passer, et puis ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que t'es hôtesse de caisse, tu vois. Mais je pense plus qu'à un moment donné, c'est plus un métier alimentaire. Pour moi, les métiers alimentaires, c'est juste quand t'es étudiant, ou quand tu commences dans la vie active. Mais un métier alimentaire, il se transforme très vite en métier, en fait. En métier que tu kiffes faire, quoi. Tu vois, c'est... Je pense pas que quelqu'un puisse faire un métier pendant 40 ans de sa vie sans le kiffer. Pour moi, c'est inconcevable. J'arrive pas je pense pas que ça existe. Les gens qui font des métiers pénibles, ou des métiers qu'on pourrait qualifier bah, de métiers d'étudiants, tu vois, les gens qui travaillent à McDo, les gens qui travaillent, ou les gens qui sont serveurs, par exemple. Et les gens qui sont serveurs pendant 40 ans de leur vie, sans évoluer, sans être maître d'hôtel, sans devenir sommelier ou directeur de restaurant, ils sont serveurs toute leur vie. Ah, je pense qu'ils kiffent être serveur, tu vois, parce que si t'es serveur pendant 40 ans, tu fais pas... tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que métier alimentaire, ça n'existe plus passé un certain temps. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Pour moi, un métier, il est alimentaire que quand tu es étudiant ou que quand tu commences à travailler. Et ensuite, quand tu as passé 30 ans, ton métier, il est plus alimentaire. Normalement, tu aimes ce que tu fais, quoi. Tu vois, si ça fait déjà 10 ans que tu es dans cette boîte-là, que tu y es toujours, c'est que tu aimes bien. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. J'attends vos réactions, tu vois. Hein. Euh, Alors, pour revenir sur les danseuses, il y a Atsubu qui dit pourtant je suis sûr qu'elles charbonnent les danseuses et les danseurs. N'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup d'hommes. Et n'oublions pas aussi qu'il y a les costumiers, les costumières, les maquilleurs, les maquilleuses, les coiffeurs, les coiffeuses. Il y a plein d'autres métiers. Il y a des métiers spécialisés pour les plumes. Ça s'appelle les perruquiers pour les perruques. Et pour les plumes, ça s'appelle pas les plumiers, mais ça s'appelle je sais plus comment. Mais il y a des métiers spécifiques comme ça. Et effectivement, elles charbonnent. Hein, dans le spectacle, et c'est les artistes et les techniciens, faut pas les oublier aussi, bien évidemment, c'est des métiers où ils charbonnent, hein, t'as raison. Et puis ils enchaînent les spectacles. Hein. Je crois qu'au Lido, il y a 2 spectacles par soir. Il y a un spectacle à 19h, un spectacle à 21h. Donc c'est vraiment... ils enchaînent tout de suite, 2 fois les mêmes spectacles. Plus des fois l'après-midi aussi, ils font des prestations pour les personnes âgées. Comme je vous ai dit, ma grand-mère, elle y allait. Peut-être qu'en plein après-midi aussi, des fois, il y a des prestations. Il y a peut-être des entreprises qui peuvent privatiser la salle, je sais pas comment ça marche, mais voilà. Donc c'est vrai que des fois, ça enchaîne. Moi, pour l'avoir vu sur les campings, l'été, notamment le camping La Sirène, Argelès-sur-Mer, ça tourne beaucoup. Hein. Les artistes, tous, les artistes, les techniciens, vraiment, ils enchaînent. Hein. Déjà, c'est un spectacle par jour, par soir.
et c'est jamais le même, hein. Voilà, c'est le Roi Lion, le samedi soir, il n'y avait jamais de spectacle, parce que les gens arrivaient, le dimanche, généralement, il n'y a rien non plus, des fois, il y a rien. Voilà, t'avais le Roi Lion, t'avais Disney Princess, t'avais Comédie musicale La La Land, t'avais, je sais plus, ils avaient 5 spectacles. Donc va te rappeler des 5 spectacles. Des fois, tu les fais 2 fois par jour. Ouais, c'est quelque chose. Le monde artistique, on n'y pense pas, mais je pense que le monde artistique, c'est un métier beaucoup plus physique et beaucoup plus exigeant. Peut-être que je vais me faire taper dessus quand je vais dire ça. Mais c'est pas considéré comme un métier pénible, mais pour moi, c'est beaucoup plus pénible que les gens qui travaillent dans les usines. Je suis désolé de le dire. Même si dans les usines, c'est un métier où c'est très répétitif, tu peux avoir du coup des mal de dos, des tendinites, des machins comme ça, mais voilà, dans les métiers dits pénibles, on pense pas aux artistes, à ce monde-là. On pense toujours au BTP. Ah, les mecs du BTP, c'est dur. Ah, les ouvriers, c'est dur. Oui, oui, mais je peux te dire que voilà, pour avoir moi-même travaillé dans des usines, c'est dur, c'est chiant. Mais c'est plus dur d'être technicien de spectacle ou d'être danseur, à mon avis, que d'être ouvrier sur une chaîne de montage à Renault. Mais voilà, c'est mon avis, c'est tout. Je sais que les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis. Il y a Célia qui nous dit, petite anecdote, chez moi à Tarbes, il y a quelques mois, une salle de cabaret devait voir le jour, mais plusieurs manifestations ont eu lieu et le projet est tombé à l'eau. En cause, le non-paiement de la troupe, des membres de la troupe elle-même. Apparemment, c'est un domaine très particulier. Ah oui, bah, c'est sûr que oui. C'est sûr que si tu payes pas les membres de la troupe, dans le spectacle, il y a beaucoup de gens qui sont pas payés ou peu payés. Parce que les intermittents, justement, c'est très précaire, il n'y a pas de protection vraiment du salarié, c'est très compliqué. Voilà. Contrairement à un ouvrier dans une usine qui ne peut pas être pas payé vu qu'il est protégé par son contrat de travail CDD ou CDI, et donc c'est beaucoup plus encadré, syndicat, etc. Dans le monde du spectacle, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a Vaillante, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les métiers alimentaires ou pas, qui nous dit peut-être que les non-diplômés se contentent de ce métier-là. Oui, mais se contenter de ce métier-là, pour moi, ça ne veut pas dire que ça en reste un métier alimentaire toute ta vie. Tu dois, et même si t'es pas diplômé, je suis désolé, hein, à un moment donné, les gens qui sont pas diplômés, qui ont même pas le bac, ils peuvent faire plein de choses de leur vie. Hein. Même sans avoir le bac, tu peux être dans la fonction publique, tu peux être dans la police, tu peux être militaire, tu peux faire plein de choses. Enfin non, il faut peut-être le bac pour être dans la police, mais même sans avoir le bac, il y a des choses que tu peux faire au sein de la fonction publique et des administrations, etc. Déjà, tu peux faire plein de choses. Si tu veux, tu peux créer ton entreprise. Enfin, voilà, c'est vrai que bon, diplôme, pas diplôme, pour moi, c'est une fausse excuse, je trouve. Mais après, je peux comprendre ce que tu dis. Effectivement, il y en a des fois, ils se contentent de ça, et voilà. Pour moi, on choisit son métier. On choisit pas son métier. Si c'est une contrainte, on peut toujours en changer, nous dit Roulia. Donc, les métiers dits alimentaires n'existent pas selon Roulia. Je suis d'accord avec toi, Roulia. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Salut Rita! Salut à Rita, sortie scolaire annulée à la dernière minute, du coup, je suis là. Rita, là on parle du Lido qui va fermer. Et après on va parler un peu de politique aussi. Il y a Choupiflou qui dit, je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément leur métier mais qui continuent parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre ou qu'ils ont trop peur du changement. Oui, Choupiflou, t'as aussi raison. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire à un moment donné, hein, on se pose les coronas sur la table et si on n'aime pas quelque chose dans sa vie, on essaye de faire ce qu'il faut pour en changer. Lexi nous dit, les personnes qui n'ont pas de diplôme sont parfois obligées de se contenter d'un métier. Bon, bah ça c'est faux, Lexi, je te redis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Les diplômes, entre guillemets, ne servent plus à grand-chose, à part à passer des concours de catégorie A pour être fonctionnaire de catégorie A. Mais sinon, entre guillemets, ton diplôme ne sert pas à grand-chose. Tu n'as pas besoin d'avoir un master en gestion d'hôtellerie et de restauration. C'est ce que j'ai, par exemple. Moi, j'ai un bac plus 5. Donc, c'est pas parce que j'ai un bac plus 5 en gestion hôtelière que je peux aller voir un hôtel avec mon diplôme. Bon, parce que déjà, maintenant, je suis trop vieux, mais même en sortie d'études, c'était pas possible. Je l'ai fait, mais tu ne peux absolument pas, avec ton bac plus 5, dire « Regardez mon diplôme, j'aimerais être directeur adjoint, parce que regardez mon diplôme. » Non, 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 il va te dire « Moi, ils me l'ont dit noir sur blanc, hein.
Diplôme, pas diplôme, peu importe. Tu vas monter les échelons plus vite. Mais tu seras réceptionniste, ou chef de réception, ou premier de réception, ou maître d'hôtel, si tu veux plutôt partir sur la restauration, ou pas femme de chambre, ni gouvernante, mais tu seras, voilà, un peu en l'entre-deux, voilà. Mais tu seras absolument pas à la tête d'un hôtel parce que tu as un diplôme bac plus 5 d'hôtel. Non, pas du tout. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut être réceptionniste dans un hôtel, j'en ai vu plein. Ou serveur dans un hôtel, j'en ai vu plein. Et ensuite, tu deviens maître d'hôtel, tu deviens directeur d'hébergement ou directeur de restauration. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés et qui, au bout de 15 ou 15 ans, voilà, dans un même établissement hôtelier, eh ben, ils deviennent gouvernants. Moi, j'ai travaillé avec plein de gouvernantes, je peux te dire, zéro diplôme à La Réunion. Hein. Zéro diplôme. Hein. Elles avaient peut-être passé leur CAP, leur bac pro hôtelier. Voilà, bac pro hôtelier, elles avaient, c'est tout. Hein. Et puis, bah, elles ont fait femme de chambre, et puis petit à petit, tilan, comme il dit à La Réunion, l'oiseau fait son nid. Au bout de 10 ans, tiens, vas-y, tu veux pas avoir un peu plus de responsabilité, ok, vas-y, on y va, feu. Voilà. Donc le diplôme, pas diplôme, je le répète, pour moi, c'est pas... Ce n'est que mon avis. Alors, il y a Aksubu qui dit, je suis pas sûr de ce que tu dis. Bah ouh, maintenant t'es caissière depuis 25 ans parce que passer de étudiante à 1300 euros, ben après, ben, tu te retrouves à faire, ça fait 15 ans. Ben, elle a le droit d'être caissière depuis 25 ans. Ben, bien sûr, c'est pas une honte d'être caissier toute sa vie. Mais je dis juste que justement, si t'es caissier toute ta vie, c'est qu'à un moment donné, t'aimes bien aussi. T'aimes bien ton environnement, t'aimes bien tes collègues, t'aimes bien tes clients, t'es habitué à voir Germaine à 8h30 qui vient payer sa petite baguette. Tu vois ce que je veux dire? T'as un monde, ton monde professionnel, ton environnement professionnel te satisfait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as pas besoin de plus, t'es satisfait, tout te va. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un métier alimentaire, c'est aussi parce que bah, tu t'aimes bien ce que tu fais. Tu vois? Voilà. Il y a l'outre qui dit, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, les services civiques et les missions locales servent énormément aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, c'est pas faux ça. C'est pas faux. Salut Lolita, qui est là pour une fois le jeudi. Et bah alors, salut Lolita. Voilà. Ok. Il y a Marie qui dit, c'est drôle, mais j'ai vu une pub sur un mec qui, avec le Covid, a dû trouver un boulot alimentaire, vu que là où il travaillait, ça avait fermé. Oui, ah oui, l'inverse aussi est possible. Oui, oui. Dans certains domaines, tu peux être fonctionnaire sans diplôme et sans concours. Tu n'évolueras jamais. C'est faux, Lexi, c'est faux. Quand tu es fonctionnaire, tu peux passer des concours internes. Ou certes, évidemment, si tu n'as pas de bac plus 5, quelqu'un qui n'a pas de bac plus 5, il va pas être commissaire de police, tu vois. Mais au sein même de la police, je sais, j'ai des amis dans la police, j'ai des amis profs, enfin bref, dans la fonction publique, si tu n'as pas de diplôme, évidemment, voilà, tu vas pas être commissaire de police, tu vas pas être inspecteur d'académie pour parler des profs, ou proviseur de lycée. Mais tu as des concours internes qui peuvent te faire évoluer. Avec le bac dans la fonction publique, voilà, tu peux évoluer, tu peux passer des concours internes, bien évidemment, et heureusement. Heureusement qu'on ne demande pas à tous les Français d'avoir des bac plus 3 ou des bac plus 5. Bah oui. Ah bah non, c'est sûr que ça serait... Mais après, heureusement aussi qu'un juge ou qu'un... Voilà, enfin, il faut quand même, des fois... voilà. Dans le domaine hospitalier, il faut des diplômes. Ah bah heureusement qu'il faut des diplômes. Ah bah oui, bah, évidemment, bien sûr. Ah mais après, Lexi, enfin oui, dans certains domaines, évidemment, hein, parce qu'il faut des diplômes. Évidemment. Je suis prof sans diplôme, nous dit Marie. C'est vrai qu'on peut être prof sans diplôme aussi, dans certains métiers, dans certains domaines. Pas forcément professeur des écoles, mais tu peux être professeur dans le technique, tu peux être professeur dans la formation pour adultes, tu peux être formateur sans aucun diplôme. Hein. Moi, si je veux, je peux être formateur dans plein de domaines. Hein. Je peux former des adultes à l'informatique, au montage vidéo, on peut former des adultes. Tu peux être formateur et être prof de plein de choses sans aucun diplôme. Hein. Alors ça, c'est clair et net. Mais là, du coup, t'es pas dans la fonction publique, t'es dans le privé, etc. Dans la librairie où j'étais, mon collègue n'avait même pas le bac et il avait plus de responsabilités que moi, qui ai une licence. Et l'autre, elle a une licence en gestion commerce librairie. Ben voilà. Voilà, ça c'était le petit point. On a dérivé, mais c'était pour vous dire que le Lido allait fermer et que 150 personnes allaient perdre leur métier. Et que donc si vous voulez aller au Lido pour voir leur revue, allez-y maintenant, parce que bientôt ça va fermer.
J'ai envie de parler avec vous d'un candidat qui se retire des législatives. Il s'appelle Jérôme Perra. Jérôme Perra. Donc c'est un candidat Macron. Je dis pas, vous avez remarqué que je dis pas macroniste ni la Macronie. J'aime pas ce terme-là. Genre le mec c'est un roi, tu sais. Non, un candidat de la République En Marche. Donc il s'appelle Jérôme Perra. Donc je sais pas dans quel coin de France il est. Mais il a décidé de retirer sa candidature aux législatives. Donc il ne se présentera pas. Du coup, il ne va pas aspirer à être à ce qu'il soit élu député, j'allais dire délégué, mais je dis mais n'importe quoi, délégué de classe, député. Donc il a décidé de retirer sa candidature parce que il a été accusé, il faut que je réouvre ma fiche. Alors il dit quand même tout ce qui se passe est disproportionné. Bon alors, il est fort le mec, hein. Il dit tout ce qui se passe à mon encontre est disproportionné. J'ai décidé de retirer ma candidature car elle avait un impact sur ma famille politique, donc la République En Marche, parce que à chaque fois que quelqu'un de ma famille politique était invité sur les plateaux de télé, on leur posait toujours des questions à mon encontre. Donc je me retire de cette course avec de l'amertume, mais avec cette conviction qu'il fallait le faire, parce que je ne veux absolument pas que mes collègues de la majorité se retrouvent à se voir poser cette question, qui est une question lancinante et posée par des gens qui ne voient pas le détail. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je trouve que tout ce qui se passe est complètement disproportionné, blablabla. Bla. L'affaire qui me concerne a plus de 2 ans, je vais vous dire quelle est l'affaire. Elle a été jugée et a été soldée par 3 000 € d'amende avec sursis. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire 3 000 € d'amende avec sursis. S'il y a des gens là qui peuvent m'expliquer, je sais que la prison avec sursis, je sais ce que c'est. C'est des gens qui sont condamnés à faire de la prison, mais qui ne vont pas en prison. Voilà, la prison ferme, tu vas en prison ferme, tu es vraiment enfermé dans la prison. Et la prison avec sursis, tu vas pas en prison en fait. Tu es conditionné à te présenter à faire ci, ça. Voilà, tu peux avoir, des fois certaines peines peuvent te mettre bracelet électronique. Tu dois te présenter au commissariat régulièrement, bref, blablabla. Et évidemment, tu as un casier judiciaire. Mais alors, l'amende avec sursis, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pour moi, une amende, c'est une amende, tu dois la payer. Ok ? Donc lui, il a été jugé et il a été condamné à verser 3 000 € d'amende avec sursis. Donc déjà, si vous pouvez me dire ce que c'est qu'une amende avec sursis, s'il vous plaît, voilà, éclairez-moi là-dessus. Je vois pas, du coup, est-ce qu'il va devoir payer son amende ou pas? Enfin, je comprends pas. Est-ce que genre c'est une amende à crédit? Il va devoir la payer dans 20 ans à coût de 10 € par mois? Je comprends pas le principe. 3 000 € d'amende, tu payes ou tu payes pas, quoi. Tu peux pas avoir de sursis sur une amende. Bref. Donc, il continue en disant que voilà, il trouve disproportionné parce que il a été jugé, il a été condamné à cette amende-là. C'est un contexte très personnel qui se relève de l'intime, dit-il. Mon accusatrice a aussi eu affaire à la justice parce que moi, je n'ai pas reconnu les faits et j'ai toujours considéré qu'elle essayait de me porter préjudice à moi et à ma famille. Voilà. Et donc, il a été accusé... Enfin, il n'a pas été accusé de violence conjugale. Alors, c'est marrant parce qu'il dit mon accusatrice. Il aurait pu dire mon ex-femme, mais bon, voilà. Il a été... L'enquête, il a été accusé. Il a été... Non, justement, il n'a pas été accusé. Mais bref, sa femme, son ex-femme, je suppose son ex-femme ou son ex-copine, j'en sais rien, moi. Son ex-compagne, voilà, son ex-compagne. Donc, ils n'étaient pas mariés. Ça remonte à 2020, donc dans une affaire de violence envers son ex-compagne, lui causant 14 jours d'ITT. Donc son ex-compagne a eu 14 jours d'ITT, vous savez ce que c'est l'ITT, c'est voilà, incapacité temporaire de travail, donc pendant 14 jours, voilà. Donc sa femme a été, je sais pas, voilà, coups et blessures, violence conjugale. Lui, apparemment, il a toujours nié les faits. Bon, et il a été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis. Alors... La justice est très particulière parce que son ex-compagne a porté plainte contre lui, contre Jérôme Perra, voilà, homme politique de Dordogne, voilà, 4e circonscription de Dordogne. Bon, il a été condamné à verser 3 000 € d'amende avec sursis, bon, hein, rien d'autre. Lui-même n'a jamais reconnu les faits.
Il dit pas qu'il a porté plainte contre son ex-compagne, mais il ne reconnaît pas les faits. Voilà. Et il considère que cette affaire-là salit sa famille politique, et donc c'est pour ça qu'il a décidé de se retirer. Voilà. Et donc, les journalistes sont allés voir les gens qui habitent là-bas, et donc, t'as un peu les deux camps. T'as ceux qui disent, moi je trouve normal, et après je vais m'arrêter de parler, je vais vous lire, hein. Moi je trouve ça normal qu'il se retire, parce que c'est scandaleux que ce monsieur se présente. Accusé, c'est déjà compliqué, mais là, il a été condamné pour des violences conjugales, donc pour moi, ce n'est pas possible qu'il se présente. Ça, c'est un de ses administrés qui le disait. Et à l'inverse, tu as un autre habitant de sa circonscription, Mehdi, qui dit pour moi, il n'aurait pas dû se retirer, parce que si Éric Zemmour, par exemple, a le droit de se présenter au présidentiel, pourquoi est-ce que M. Perra ne pourrait pas se présenter aux législatives? Pour moi, c'est à la justice de faire son travail, ce n'est pas aux hommes et ou aux femmes politiques de se retirer volontairement. De toute façon, c'est les électeurs qui choisissent, donc si les électeurs ont envie de voter pour quelqu'un qui a battu sa femme, eh ben ils voteront pour quelqu'un qui a battu sa femme. Et inversement, si t'as pas envie de voter pour ce genre de mec, eh ben tu votes pas pour ce genre de mec. Et donc Mehdi, il dit, voilà, pour moi, il n'avait pas à se retirer. Il fallait qu'il se présente, qu'il aille jusqu'au bout, et puis de toute façon, il aurait probablement pas été élu. Point final, j'arrête de parler. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il aurait dû se présenter quand même ou pas? Est-ce que selon vous... Donc effectivement, c'est à la justice de faire son travail, mais les hommes politiques qui exercent, il y en a qui sont même au gouvernement. Bon, l'exemple de Darmanin revient souvent. Mais voilà, si la justice a condamné des gens pour des faits de violence conjugale, harcèlement sexuel, harcèlement moral même, hein, parce que souvent on parle de harcèlement sexuel, mais harcèlement moral, ça devrait être inclus dedans, parce que harcèlement moral, il n'y a rien de sexuel, mais ça peut détruire des vies, hein. Tu peux détruire des vies d'hommes, de femmes, etc. Les cas de violence aussi, les victimes peuvent être des hommes, etc. Ne l'oublions pas, hein, parce que souvent on considère que c'est la femme qui est victime et l'homme qui est l'agresseur. Il y a aussi des hommes qui sont victimes, ça existe. Est-ce que pour vous, donc c'est évidemment la justice qui doit faire son travail, mais est-ce que dès lors que tu es condamné par la justice, je ne vous parle pas des présomptions d'eux, hein, parce que les acteurs qui sont présumés coupables et tout ça, qui sont ensuite blacklistés, voilà, on ne parle pas de ça là. Là, on parle des gens qui sont condamnés, où il y a une condamnation. Est-ce que on pourrait pas se dire, bah, ils ont été condamnés, ils peuvent plus jamais travailler dans le public, tu vois? Je veux dire, moi, je suis parent d'élèves, à chaque fois que je fais une sortie scolaire, on me demande de remplir un papier. Ce papier-là, ensuite, il est envoyé au ministère de l'Intérieur, c'est automatique, ou de l'Éducation nationale, je ne sais pas. Et avec ce papier, ils vont vérifier si j'ai pas un casier judiciaire. Si j'ai un casier judiciaire, quelle qu'en soit la raison, hein, si dans mon casier judiciaire, c'est évidemment pédophilie, etc., évidemment, voilà, tu ne peux pas avoir accès à des enfants. Mais même si dans ton casier judiciaire, c'est, je sais pas moi, vol à l'étalage, ou je sais pas, j'ai rien qui me vient là. Conduite, enfin bon bref, j'ai rien qui me vient. Mais si t'as un casier judiciaire pour des petites peines qui sont entre guillemets pas très graves, voilà, je sais pas, t'as volé quelque chose et t'as été condamné, bon bah t'as un casier, hein, il se peut que t'aies un casier. Et ben même là, tu peux pas accompagner les enfants à l'école, ok? Tu ne peux pas. C'est comme ça. Y a Rita qui dit c'est bizarre ton école, moi on m'a jamais rien demandé. Bah c'est ton école qui est bizarre, Rita. C'est ton école qui est bizarre. Parce que c'est pas récent, hein, c'est pas récent. Hein. Ça fait un moment que les parents, ils doivent remplir un papier en début d'année, et ensuite le papier il est envoyé. Moi pour la piscine j'ai dû remplir un papier, là je vais accompagner une sortie vélo, j'ai dû remplir un papier. Je remplis pas de papier pour toutes les sorties, mais pour certaines sorties où les enfants vont être plus vulnérables, notamment la piscine. Là, les sorties vélo, par exemple, s'il y en a un qui tombe et que c'est moi qui est à côté, bah, je vais devoir le toucher, l'enfant, je vais peut-être devoir le relever, etc. Pour ces sorties-là, où il y a des risques, c'est normal que les parents ils soient surveillés. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui a un casier judiciaire qui touche ma fille qui est en maillot de bain à la piscine. Bon, voilà. C'est normal que ce soit vérifié. Par contre, les sorties en car où il peut rien se passer, où vous allez au cinéma,
En soi, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de vérifier. Quoique, il peut se passer des choses aussi. Donc, non, je pense que tous les parents qui accompagnent les enfants, une petite vérification du casier judiciaire, ça fait pas de mal. C'est demander à tout le monde. Dès que tu passes un concours, c'est demandé. Dès que tu veux un visa, c'est demandé. On te demande de vérifier ton casier judiciaire quand... Moi, mon casier judiciaire, on l'a déjà vérifié des dizaines de fois. Hein. Quand j'ai passé des concours, quand j'ai demandé des visas pour voyager, pour les sorties scolaires. Je me demande si même une fois on m'avait pas demandé ça pour un travail. Je crois que c'était pour un... J'avais travaillé dans un endroit, on me l'avait demandé. Ah, on m'a déjà demandé plein de fois mon casier judiciaire. Et les gens à qui on n'a jamais demandé, là, ça me choque. L'inverse me choque, tu vois. Alors, donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous dites? Là, je vais vous lire. Ah, pour revenir vite fait sur les profs, on peut être prof sans diplôme, même dans la fonction publique. C'est ce qu'on appelle professeur contractuel, nous dit Marie. Ah ben merci, je savais pas. Tu peux être professeur contractuel de la petite section à la terminale, sans diplôme, ni sans être fonctionnaire. Marie, elle enseigne en 4e et en 3e. Merci Marie pour cette info, je savais pas. Et il y a Choupiflou qui dit pas besoin d'être pas besoin de diplôme pour être prof. Il faut juste passer le concours. Oui, sauf que le concours, il est ouvert au bac plus 5 hein, pour être prof des écoles. Hein. Tu peux pas passer le concours comme ça, je crois. Hein. Après, vous me dites si je me trompe, mais... Elle est pas là, Tahiti. Alors, on revient. Alors, donc, tac, tac, tac. C'est le même... Pour revenir sur l'amende avec sursis, voilà. Cela signifie qu'il n'exécutera pas cette peine, nous dit l'outre, sous réserve de ne pas être de nouveau condamné dans un certain délai. L'idée est d'éviter la récidive du prévenu. D'accord, ok, merci. Donc en fait, son amende de 3 000 €, il ne va pas la payer, sauf s'il récidive. D'accord, ok, merci l'outre. Donc en fait, il a été condamné, mais à rien, quoi. Voilà. Bah, il a juste été condamné à ne pas refaire la bêtise qu'il a faite, quoi. En gros, le mec, il a été condamné à ne pas refrapper sa future femme, quoi. Si je résume, quoi. Donc c'est quand même un peu scandaleux. Voilà. C'est comme la prison avec sursis, en fait. Si tu ne commets pas d'infraction pendant un certain nombre d'années, précisé dans le sursis, tu es exempté donc d'amende ou de prison. D'accord. Ouais, bah oui. 14 jours d'ITT est uni, Oui, bah oui, c'est ça, on est d'accord avec Soubou, je suis d'accord. Si sa femme a eu 14 jours d'ITT, effectivement, c'est qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Bien évidemment, elle n'est pas tombée dans les escaliers ou autre, enfin bref. Mais effectivement, là, la justice a peut-être pas fait son travail suffisamment, de façon suffisamment poussée. Voilà. Pour revenir sur le casier judiciaire, il y a l'autre qui dit pour bosser dans les médiathèques, c'est obligatoire aussi de montrer son casier judiciaire. Effectivement. Alors, et il y a Sophie Nélidance qui dit effectivement, il y en a certains à qui les casiers ne sont pas demandés. Et effectivement, ça a des conséquences. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Sophie, il faudrait demander le casier judiciaire à tous les parents qui accompagnent les enfants, hommes et femmes, hein. Voilà, hommes et femmes, parce que les femmes pédophiles ou des femmes complètement folles, ça existe, hein, qui peuvent kidnapper des enfants. Hein. Donc Rita, c'est bizarre qu'on ne t'ait jamais demandé ton casier judiciaire. Voilà. Les écoles sont en faute. Il faut vérifier qui accompagne nos enfants, c'est pas normal. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce monsieur-là, donc voilà. Est-ce que selon vous, il devrait vraiment se retirer ou pas? Moi, je vais vous dire, pour moi, il ne devrait pas se retirer, en fait. Il n'aurait pas dû retirer sa candidature. Il a été accusé de violence conjugale, mais entre guillemets, voilà, avec tout le résumé qu'on a pu faire, il a été accusé de rien, vu qu'il a juste eu une amende avec sursis. Donc bon, voilà. Mais le seul fait qu'il y ait eu ces soupçons et cette accusation, entre guillemets, qui n'est pas suffisante, hein, c'est une accusation qui ne sert à rien, selon moi, et je pense que vous êtes de mon avis. Mais pour moi, mais il n'empêche que, selon moi, il n'aurait pas dû se retirer. Il n'aurait pas dû se retirer. Voilà, la justice a décidé que, bon, écoute, vas-y, enfin, t'as que ça, c'est la faute de la justice. Voilà. Lui, après,
Et c'est comme le dit Mehdi, là, le petit témoignage que j'ai pu lire, si Éric Zemmour peut se présenter au présidentiel, bah, j'ai envie de vous dire, voilà, lui, il a été condamné pour violence conjugale, mais entre guillemets, ça, la peine qu'il a eue, c'est rien du tout, il a même pas eu de peine. Donc si ça se trouve, il se considère même pas comme un mari violent qui a battu son ex-femme, son ex-compagne. Donc j'ai envie de vous dire, laissons-le se présenter. Laissons les électeurs ensuite être suffisamment intelligents pour ne pas voter pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Lui, il s'est retiré. Il a jamais dit « je me retire parce que je m'en veux, j'aurais pas dû frapper ma femme ». Non, il se retire parce qu'il dit « ça apporte atteinte à l'image de mon parti ». Et à chaque fois que mes collègues du parti sont invités sur les plateaux de télé, à chaque fois, on leur pose la question « alors, que pensez-vous de l'affaire de Jérôme comment déjà qui s'appelle Jérôme Perra, accusé de violence conjugale. Que pensez-vous de cette affaire ?» Et donc lui, Jérôme Perra, il dit « voilà, pour éviter que ma famille politique soit tout le temps questionnée sur moi, je préfère me retirer. » Le mec, il a jamais dit « je me retire parce que je suis un gros connard et que j'ai frappé ma femme et tout ça ». Non, il dit « je me retire parce que ça nuit à l'image de mon parti ». Donc, moi, j'ai envie de vous dire, qui se présente. Enfin, la justice a dit ça. La justice a pas... Voilà. Elle aurait pu dire plus, tu vois. Mais laissons-le se présenter, le mec, tu vois. Parce qu'en plus, là, il se retire pour les mauvaises raisons. Là, il se retire pas en mode bon, je suis un gros connard, je m'en vais, ciao, je vais me cacher, puis je vais travailler dans le privé. Non. 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 Tu vois. Bon, j'attends vos avis là-dessus. J'attends vos avis là-dessus. Je vous laisse 2 minutes pour réagir. Allez, 1 minute. Petite pub. Je vais boire un coup et je reviens. A tout de suite, les amis. Vous réagissez hein, à tout ce que je viens de dire, quand même. Et après, on va parler des manifs du 1er mai. Alright. Salut, de retour. De retour après cette petite coupure publicitaire. Apparemment, vous avez des pubs en anglais pour certains. J'ai déjà eu des pubs en anglais sur Twitch et aussi sur YouTube, d'ailleurs, Caro. Ça dépend, je pense, de ta navigation. Lolita, elle a eu une pub pour Indeed. Parce qu'on parlait des métiers tout à l'heure, peut-être. Indeed, je crois que c'est un truc de métier, quoi. Il y a... tac. J'ai vu passer pour, du coup, votre réaction. Il y a l'outre qui dit... donc moi, pour que je puisse bosser en médiathèque, il ne faut pas que j'ai volé des findus à Intermarché, mais par contre, le mec, il est condamné et il peut se présenter sans souci, il y a un truc qui ne va pas. Alors, l'outre... Si tu voles des findus à Intermarché, sache que tu n'auras pas de casier judiciaire. Casier judiciaire, quand même, pour avoir un casier judiciaire, quand même, faut faire des choses quand même un peu plus graves que voler des findus à Intermarché. Voilà, tu as un casier judiciaire si tu vas au pénal ou si tu vas être accusé d'escroquerie, de détournement de fonds. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense que selon... Voilà, il y a les inscriptions au casier judiciaire. Je sais pas s'il y a des avocats là avec nous. Il y a le Célia qui travaille chez les notaires, qui est calé en tout ce qui est notarial, immobilier, tout ça. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avocat avec nous. Ah, ça c'est dommage, ça. C'est dommage. Mais effectivement, voilà, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du mec qui a volé dans un magasin en disant qu'il a un casier judiciaire, mais en fait, c'est pas vrai. Je veux dire, tu vas avoir un casier judiciaire, il faut vraiment que tu sois un multi-récidiviste du vol à l'étalage, tu vois. Je pense que même si t'es... Enfin, je pense que les mecs qui sont pris plusieurs fois, repris pour vol à l'arraché ou pour des petites deals de drogue, etc. Je pense que même parmi eux, il y en a qui n'ont pas de casier judiciaire, tu vois. Voilà, ils sont connus des services de police, voilà. Il y en a, si ça se trouve, ils n'ont même pas de casier, tu vois. Je sais pas. Tu vois, je sais pas si tu te fais arrêter en train de fumer un joint, tu n'auras pas de casier forcément. Est-ce que si tu te fais arrêter en train de vendre une barrette de cannabis comme ça, est-ce que tu vas forcément avoir un casier judiciaire automatiquement? Je suis même pas sûr, tu vois. Je pense que les inscriptions comme ça au casier judiciaire, je pense que c'est du cas par cas, comme beaucoup de choses dans la justice. Et que je pense qu'il y a plein de gens, effectivement, pour revenir sur nos politiques, qui ont des fois commis des choses très graves. Je parle par exemple, je pense notamment aux emplois fictifs,
ou au détournement de fonds, etc., au montage financier obscur, à la limite de l'arnaque. Enfin, voilà, moralement très borderline, et légalement très très limite. Voilà, il y a des... Je pense à Fillon, là, qui a été accusé de... C'est avéré, ça, il a été accusé pour emploi fictif ou je sais plus quoi, là. Je suis pas persuadé qu'il ait un casier judiciaire, tu vois. Je veux dire, pour avoir un casier, à mon avis, c'est pas ce que... Voilà, c'est pas comme ça. Moi, j'avais un copain à moi, il avait tué quelqu'un en voiture. Euh, je connais deux gens, deux personnes, c'est pas des copains à moi, c'est des gens que j'ai connus. Un mec, j'étais très jeune, il a renversé quelqu'un à scooter, et il a eu de la prison avec sursis. Donc lui, il a sûrement un casier judiciaire, vu qu'il a eu de la prison avec sursis. Donc homicide involontaire, prison avec sursis. À l'époque, j'avais trouvé ça bizarre d'ailleurs. Je dis, putain, t'as tué quelqu'un, et tu vas même pas en prison. C'est ouf, quoi. Bon, alors certes, t'as un casier judiciaire, mais t'as tué quelqu'un, tu vois. Il était pas sous, il avait pas fumé de Zamal ou quoi que ce soit, mais il avait tué quelqu'un, homicide involontaire, bim, boum, prison avec sursis. Bon, alors tu me diras, tu peux pas mettre de la prison ferme à tous les gens qui tuent les gens sur la route parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Mais bon, bref. Et aussi une fille qu'on a connue, elle avait tué aussi un cycliste, elle l'avait renversé, et elle, je crois qu'elle avait rien eu. Rien eu parce que la famille n'avait pas porté plainte. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas de plainte contre toi, bah, en fait, t'as rien. Et là, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, putain, tu peux tuer des gens, puis t'as rien, quoi. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, putain, mais c'est ouf. On vit dans un pays. Alors, notre justice, elle est très bien. Hein, elle est beaucoup mieux. La justice française est bien mieux que dans plein d'autres pays du monde. Mais je me dis, putain, tu peux tuer quelqu'un. Alors, c'était pas de sa faute, hein, c'est un homicide involontaire, etc. Voilà, le cycliste a fait n'importe quoi, en plus de ça, il pleuvait, ou je sais plus quoi. Enfin bref, visibilité nulle, le cycliste, on le voyait pas, voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique du Sud, les gens là-bas nous disaient surtout, Julian, if you drive by night with your car, évidemment, tu vas pas driver à la... If you drive by night, if you hit someone on the road, you don't stop. You go. En gros, si tu touches quelqu'un, si tu percutes quelqu'un la nuit en Afrique du Sud, et que donc tu le renverses et que tu le tues, il me disait, tu t'arrêtes pas, tu te barres, parce que toi t'es blanc, donc la police elle va venir, elle va t'arnaquer, elle va te raqueter, machin, tout ça. En plus, un blanc qui s'arrête en pleine nuit en Afrique du Sud, non, il est mort. Mais ils m'ont dit, hein. Tous, hein. J'ai côtoyé des blancs, des métis et des noirs. Ils me disaient, toi, non, toi, t'es étranger, t'es blanc. Si tu repercutes quelqu'un la nuit en Afrique du Sud, tu te barres, hein, tu le laisses mourir, t'en as rien à cirer. Parce que déjà, on s'en fout, c'est sûrement un ivrogne. Ils me disaient ça comme ça. Ils me disaient, on s'en fout, c'est sûrement un ivrogne. Et il est là, t'as toujours des mecs qui sont bourrés, là, sur le long des routes et tout ça. Ils disent, non, tu te barres. Quand ils m'ont dit ça, ça m'a choqué. Et puis là, cette histoire de cette connaissance-là, qui a tué un cycliste, elle a rien eu parce que les gens n'ont pas porté plainte. Donc, je te dis, bon bref. Donc voilà, casier judiciaire, c'est pas comme ça. Tu vois que ça marche. C'est pas, voilà. Il y a Atsumu qui dit, avant de se présenter au présidentiel, ils nous montrent leur patrimoine, mais on s'en fiche, nous on veut voir leur casier. C'est vrai que ça serait bien, effectivement, Atsumu, qu'on sache un peu de quoi ont déjà été soupçonnés les candidats à la présidentielle, et peut-être qu'ils ont été aussi accusés de choses. Et c'est vrai que ça serait intéressant, Atsumu, je suis d'accord. Comme ça, on pourrait se dire, bah voilà, un tel a déjà été soupçonné de ci, de ça. Voilà, mais le patrimoine aussi, c'est intéressant. Après, moi, personnellement, je regarde pas. Hein. Yeah, merci pour l'abonnement, Siana Co. Ça fait 1 an que t'es abonné, tu te rends compte? 12 mois. Merci beaucoup. Merci. Tac. Il y a Rita qui nous dit, les casiers judiciaires, ça me fait tellement peur qu'en 2020, quand la CAF... Rita, écris-moi, parce que là, c'est rayé ton message. Quand la CAF m'a demandé de lui payer de l'argent sans même savoir pourquoi, j'ai payé direct. Mon mari m'a dit d'essayer de savoir, car on n'a pas toujours tout bien déclaré. Rita, t'inquiète pas, tu vas pas avoir de casier judiciaire parce que t'as menti à la CAF. Hein. Vraiment, hein, t'inquiète pas. Hein. Pour avoir un casier judiciaire, c'est absolument pas parce que t'as menti à la CAF ou que t'as oublié de déclarer des trucs. Hein. T'inquiète pas, Rita. Hein. Alors... ce sujet peut être beaucoup trop long, il y a tellement de choses à dire et d'injustice, je suis d'accord avec toi.
Célia nous dit, pour avoir un casier judiciaire, généralement, ce sont les condamnations pour crimes ou délits supérieurs à 2 ans d'emprisonnement. Si c'est inférieur ou si c'est du sursis, c'est seulement si le tribunal ordonne la mention sur le casier. Merci Célia. Mais Célia, elle s'y connaît même en droit, les gars. Donc, ça veut dire que mon pote de l'époque qui a tué quelqu'un et qui a eu, je crois qu'il a eu 6 mois de prison avec sursis, il n'a donc peut-être pas de casier judiciaire, d'après ce que nous dit Célia, parce que Célia nous dit, si les peines sont inférieures à 2 ans, ou si c'est du sursis, il n'y a pas forcément de casier judiciaire, sauf si le tribunal ordonne la mention sur le casier. Merci Célia. Là, c'est très important ce que tu viens de dire. Et j'ai appris quelque chose, et peut-être vous aussi. Donc voilà. Y a Rita qui dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, comment on peut avoir ces pensées-là par rapport à l'Afrique du Sud ?» Sur le coup, moi j'ai trouvé ça un peu particulier, mais j'ai pas trouvé ça horrible, parce que effectivement, Rita, pour avoir roulé en Afrique du Sud, il y a effectivement beaucoup de gens qui se baladent le long des routes la nuit. Et j'ai pu en croiser, Rita, au milieu de la route. Et le gros souci, c'est que les routes sont pas forcément éclairées, que souvent, malheureusement, c'est les noirs. En Afrique du Sud, c'est vraiment les trois grandes couleurs de peau. Hein, c'est blanc, métis et noir, et c'est encore très ségrégationné, voilà. Et donc, c'est malheureusement les plus pauvres, bah, c'est les noirs. Et souvent, malheureusement, c'est les noirs que tu vas retrouver vagabonder. Des fois, il n'y a pas 100 personnes sur la route, je veux dire, tu vois, on n'est pas en Inde, tu vois, et en fait, je peux comprendre le pourquoi qu'ils m'ont dit ça, tu vois. Ils m'ont dit ça dans le sens où, voilà, moi je suis étudiant, étranger, et des gens qui se font percuter, moi j'en ai vu, j'ai vu des cadavres, j'ai vu des cadavres le long des routes. Voilà. Bon. Voilà, j'en ai vu. La police, je l'ai vu des centaines de fois en Afrique du Sud, beaucoup plus qu'en France. Je me suis déjà fait arrêter par la police, ils ont essayé de me racketter de l'argent. Enfin bref, tu vois, c'est... Donc je peux comprendre qu'il m'ait dit, voilà, attention, t'es un étudiant français, blanc, fais gaffe. Si tu percutes quelqu'un sur la route, tu t'en vas. Parce que si tu t'arrêtes, tu peux soit mourir, soit aller en prison, et plein d'autres choses comme ça. De même qu'ils m'ont dit, évidemment, de ne pas m'arrêter au feu rouge. Et je me suis jamais arrêté au feu rouge en Afrique du Sud. Hein. Quand le feu était rouge, pour moi, c'était pas un feu rouge, c'était un céder le passage. Hein. Voilà. Parce que c'est trop dangereux. Parce que c'est trop dangereux. Et il y a déjà eu plein de cas de... Voilà. Donc... Je comprends, hein, c'est choquant, mais c'est pas le même pays. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience aussi que la France, on est chanceux de vivre en France quand même, pour plein de choses. Bon, alors, je voulais aussi vite fait vous parler de Mélenchon. Non, on va garder Mélenchon pour après, parce qu'on a le temps de parler de Mélenchon, et on a le temps de parler d'Elisabeth Borne aussi, notre nouvelle première ministre. On a un mois pour parler de ça, donc on a le temps. On va attendre un petit peu que les législatives, du coup, s'emballent. Et comme ça, on se fera une bonne émission, je pense jeudi dans 15 jours là, où on fera un petit point sur Elisabeth Borne qui va se présenter aux législatives. Est-ce que si elle n'est pas élue en tant que députée, elle peut quand même rester Premier ministre? On va parler évidemment de la Nouvelle Gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Ça sera pour dans 15 jours ça, comme ça on fera un bon gros thème là-dessus. Alors, je voulais vous parler avec vous de la manifestation du 1er mai. Est-ce que c'est une manifestation à laquelle déjà vous participez? J'aimerais savoir si là, vous êtes 30, 34 là, est-ce que vous participez à des manifestations tu sais quoi, je vais vous mettre un sondage. C'est un sondage général. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des manifs? Est-ce que vous avez déjà fait des manifs? Alors, oui. Beaucoup, je vais vous mettre oui, beaucoup. Oui, mais juste quand j'étais jeune. Voilà, on va bien distinguer. Et non. Voilà, vous avez 3. Bon, je vais mettre juste jeune. Vous avez 3 trucs, voilà. Hop, tac. Donc vous avez oui, oui, mais juste quand j'étais jeune, et non. Est-ce que vous avez déjà fait des manifs? Bon, là, c'est clair. Allez, hop, sondage envoyé. Est-ce que vous avez déjà fait des manifs? Oui, oui, mais juste quand j'étais jeune, ou bien non. Voilà. Et donc, on va parler de ça. Et là, je vais vous vite fait, le temps que vous votiez, et que je vous lise quand même dans le chat là.
Tac, 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 tac. Autre pays, autre mœurs, ça nous dit Caro. Exactement, exactement. Exactement. Ouais. Autre pays, autre mœurs, c'est ça. Hein, voilà. Exactement. Et Arita qui ne comprend pas ces autres mœurs et qui dit oui, Babou, mais c'est pas une raison de fuir et de laisser quelqu'un mourir sur la route. Je suis d'accord avec toi, Rita, mais encore une fois, déjà en Afrique du Sud, je te le dis, Rita, j'ai déjà vu des morts sur la route, moi, hein, j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu des morts avec le sac de mort, là, tu sais, les trucs noirs, là, ou les couvertures qui sont posées là, et rien d'autre autour. C'est-à-dire que je pense qu'en Afrique du Sud, bah, des fois, c'est pas organisé comme en France. En France j'ai déjà vu aussi des morts. Euh, mais en France, quand il y a quelqu'un qui meurt, un SDF, notamment du froid, j'en ai déjà vu, moi, j'ai déjà vu un SDF mort de froid. Voilà, t'as la couverture au-dessus de lui, voilà, le corps est caché, mais t'as les gendarmes, le SAMU, la SAMU ou les pompiers, et puis tu peux avoir aussi un autre véhicule qui vient pour l'emmener à la morgue directement. En Afrique du Sud, c'est pas comme ça, c'est pas organisé pareil, c'est... Voilà, il n'y a pas les mêmes moyens, etc. Donc c'est pour ça, c'est... En France, évidemment, tu vois quelqu'un qui est qui est en train de mourir au bord de la route, tu peux t'arrêter, peu importe qui tu es, je veux dire, t'as pas de risque de te faire agresser, t'as pas de risque de te faire tuer, t'as pas de risque de te faire mettre en prison, t'as pas de risque que la police qui arrive sur les lieux te raquette et te mette en prison. Tu vois ce que je veux dire? Même la police peut... moi, on m'a dit en Afrique du Sud, on m'a dit la police peut des fois agresser les Blancs dans certains quartiers. Donc attention à ça, etc. Donc c'est pas du tout le même pays. Voilà, tu vois, il faut juste... Mais après, je comprends ce que tu dis, Rita, parce que c'est vrai que Rita, t'as cette insouciance qu'il faut que tu gardes, mais dans le monde, la France, c'est un beau pays. C'est vraiment, faut vraiment être conscient de ça. Pour avoir un petit peu voyagé, les autres pays que j'ai pu faire, c'est beaucoup moins bien que la France, sur plein de sujets. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des manifs? On se ressente là-dessus. Vous mettez oui, ou oui, juste quand j'étais jeune, ou non, j'en ai jamais fait. Alors, le 1er mai, c'est donc la manifestation, entre guillemets, reine en France. C'est vraiment la manif dans laquelle tu vas retrouver tous les syndicats. C'est la manif, voilà, sociale. C'est la manif où tu vas retrouver énormément de partis de gauche, où tu vas retrouver énormément de syndicats. C'est la fête du travail, la fête du travailleur. Donc tu vas retrouver tous les partis ouvriers, force ouvrière, tu vas retrouver la CGT, tu vas retrouver bien évidemment tous les politiques de gauche qui passent une tête, parce qu'il faut qu'ils soient filmés lors de la manifestation du 1er mai. Voilà, c'est vraiment la manifestation à laquelle bah, voilà, tu ne peux pas toucher. On ne touchera jamais au 1er mai, c'est le jour férié en France. C'est le seul jour férié en France d'ailleurs qui est entre guillemets obligatoire. Dans plein de métiers, tu peux travailler tous les autres jours fériés. Par contre, le 1er mai, c'est vraiment le jour chômé dans plein de métiers, pas dans tous, bien évidemment. Mais voilà, c'est le 1er mai. Si tu travailles le 1er mai, t'es payé double dans plein de métiers. Si tu travailles par exemple le 1er janvier, ou bah, t'es pas forcément payé double, tu vas être juste payé 25%. Enfin bref. Alors, le 1er mai, c'est vraiment la reine de la reine du jour férié, et la reine de la reine des manifs, tu vois. Et donc là, cette manif là du 1er mai qui a eu lieu là, il y a un pompier qui a été agressé par une jeune femme. Et qui est cette jeune femme qui a été filmée en train d'agresser un pompier? C'est une jeune femme qui était habillée en street medic. Donc les street medics, c'est pas forcément... Moi, je pensais que c'était des pompiers ou des infirmiers, mais pas du tout. Le street medic, c'est juste des citoyens comme vous et moi qui sont, entre guillemets, plus protégés dans les manifs parce qu'ils ont des casques blancs, des gilets blancs avec des petites croix rouges, voilà. Et ils sont là pour apporter les premiers secours aux manifestants, voilà, pour les aider, voilà, avec des premiers produits de soins. Voilà, ils vont avoir des pansements, des bandages, ils peuvent les aider sur plein de petites choses, et ils sont généralement pas touchés. De même que les journalistes aussi, il y a les street reporters et les journalistes plus, entre guillemets, officiels. Voilà, généralement,
quand t'es presse ou quand t'es street medic, t'es, entre guillemets, un petit peu plus protégé, les casseurs viennent pas t'embêter, tous les forces de l'ordre aussi te laissent tranquille, etc. Voilà. Et cette femme-là, donc, c'était une jeune femme de 38 ans, habituée aux manifestations, très mobilisée lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes, anti-vax, voilà, donc les journalistes ont interrogé son entourage, ses voisins, etc. Donc, très impliquée dans tout ça. Elle était donc street medic pour la première fois, donc elle était habillée en street medic, médecin de rue, quoi, entre guillemets, voilà. Et à un moment donné, il y a donc un pompier qui était là pour éteindre je sais plus quoi, un feu de poubelle, je me rappelle plus des images, et elle est venue arracher la lance du pompier, et elle l'a poussé comme ça. Donc, c'est pas une agression énorme, le pompier, il n'est pas allé à l'hôpital, il n'est pas mort, etc. Mais c'est un geste fort dans le sens où elle a arraché la lance et elle a poussé un pompier. Donc, moi, j'ai jamais compris les gens qui agressent les pompiers et qui considèrent que les pompiers sont à la solde du gouvernement. Déjà, je comprends pas les gens qui sont anti-flics, mais bon, on le sait, c'est un constat, il y a des gens qui n'aiment pas les flics, bon, voilà. Donc, parmi ces gens-là qui n'aiment pas les flics, donc je peux comprendre qu'ils n'aiment... parmi les gens qui n'aiment pas les flics, hein, donc ils vont pas aimer les flics, les gendarmes, les militaires, évidemment ils aiment aucun membre du gouvernement, ils aiment pas la politique, ils vont pas voter, etc., etc. Bon voilà, ils sont vraiment anti-système, et pour eux, tout le monde est corrompu, il y a des complots, etc. Bon. Mais pour moi, tu peux pas inclure les pompiers là-dedans, tu peux pas inclure le SAMU. Ça, c'est des gens qui viennent pour te sauver, c'est des gens qui viennent pour éteindre des feux, pour sauver ton bébé, pour sauver ton chien, pour sauver ta grand-mère, ou pour sauver ta race, ta vieille race, là, tu vois, ta vieille face de rat, ils viennent aussi pour te sauver. Et donc, cette femme-là, comme plein de gens qui sont anti-flics, inclus, et les racailles aussi, c'est pareil. Les racailles, les racailles, c'est pareil. Ils incluent maintenant les pompiers, c'est pas nouveau, mais les pompiers sont de plus en plus agressés. Mais, dans une manif, ce n'était quand même jamais arrivé qu'un pompier soit la victime d'une agression. Ça s'est vu des pompiers agressés dans plein de quartiers de France, malheureusement, mais au sein d'une manif, surtout le 1er mai, moi j'ai trouvé ça très choquant, vraiment très choquant. Alors pour revenir sur le sondage, vous avez été quand même, donc j'ai l'impression une grande majorité, ouais, 65% à n'avoir jamais fait de manif du tout, et 35% à avoir juste fait des manifs quand vous étiez jeune, et personne ne manifeste donc régulièrement. Et ben écoutez, c'est intéressant de savoir. Voilà, c'est intéressant de savoir. J'ai jamais fait de manif, nous dit Rita, je tiens à ma vie et ça peut déraper à tout moment. Alors ça, c'est faux, Rita. Non, justement, c'est faux. Il y a plein de manifs qui ne dérapent jamais. Les manifs pour le climat ne dérapent pas, les manifs pour le droit des animaux ne dérapent pas, les manifs pour le droit des femmes ne dérapent pas, les manifs qu'il y a eu à l'époque pour le mariage pour tous, en faveur du mariage pour tous, ou même les manifs anti-mariage... Non, ceux qui étaient contre le mariage pour tous, ça a dérapé un peu. Mais voilà, il y a plein de manifs qui ne dérapent pas du tout. Les manifs des profs, ça dérape rarement. Ce qui dérape souvent, ça va être effectivement les manifs du 1er mai, faut dire ce qui est, et les manifs anti-réforme. Voilà. Anti-réforme. Les manifs contre les réformes des retraites, là ça peut déraper. Les manifs contre les réformes du travail, etc. Là ça peut déraper. Mais voilà, quand c'est des manifs de tel ou tel métier, voilà. Il y a plein de manifs où il n'y a aucun débordement. Voilà. Parce qu'il y a des manifs où les gens qui manifestent il n'y a pas de casseurs chez eux, et où tout se passe bien, et il n'y a absolument pas besoin de disperser qui que ce soit, donc les forces de l'ordre n'ont pas besoin de disperser, n'ont pas besoin de contenir, la manifestation suit le chemin qui lui est demandé, et s'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas besoin de dérive, il n'y a pas besoin de contenir ou de disperser, etc. Voilà. Quand les forces de l'ordre dispersent, c'est que la manif, elle est allée là où il ne fallait pas aller. Voilà. Hein, elle est allée vers des commerces, elle est allée vers des lieux où il y a des enfants,
elle est allée vers des cours d'eau, par exemple, voilà, quand il y a des manifs qui se dirigent trop vers la Seine, ou vers des lieux trop touristiques, ou vers des lieux politiques, ou vers des lieux où il y a des enfants, ou vers des commerces, eh ben les forces de l'ordre, ils dispersent. Moi, j'ai plein de potes à moi qui sont policiers, et ils me disent, quand nous on disperse parce qu'il faut disperser, parce que la manif a tout simplement pas suivi le chemin qui lui était... Les manifs, c'est encadré, hein, c'est un point de départ, un point d'arrivée, hein, voilà. Si tu commences à partir dans des petites ruelles, si tu commences à aller plus par là, en mode, allez, vas-y, viens, on va par là, tu sais, il suffit de 40 personnes qui se barrent là-bas et qui aillent direction le ministère de l'Intérieur, ni vu ni connu, voilà, hein, 40 personnes qui passent par là, 40 par là, 40 par là, tu peux te retrouver avec 150, 200 personnes qui sont devant le ministère de l'Intérieur, ou devant des commerces, des gens qui sont en terrasse, etc. C'est pas forcément là où il faut manifester. Eh ben, ils anticipent, ils dispersent, ils contiennent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, après, les manifestants, ah, il y a toujours des gens qui sont anti-flics, mais bon, ça, je comprendrai pas. Mais bon, voilà. Il y a Choupiflou qui dit, moi, si demain j'ai un motif de manifester, je n'aurais pas peur des débordements. La meuf qui a fait ça aux pompiers, c'est la meuf de Macron décapitation. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ça, Aksubu, Macron décapitation? Parce que j'ai pas suivi ça. J'ai pas suivi du tout. Il y a Roulia qui dit, pour moi, les manifs n'ont aucun impact sur les politiques. Ça embête juste la population. C'est pour faire entendre son mécontentement. Il faut être un peu plus inventif. Je suis d'accord avec toi, Roulia. Pour moi, les manifs n'ont absolument aucun impact dans notre monde actuel. Autant à l'époque, les manifs ont pu servir à certaines choses, voilà, hein, notamment nous permettre d'acquérir les droits qu'on a maintenant, même si je considère que en France, on a trop de droits, voilà, on a trop de droits quand on est salarié, voilà, hein, quand tu vois que, je vais pas dire ça, mais que, je l'ai déjà dit, mais que dans certaines professions, ils ont des 14e mois, tu te dis... En fait, j'ai l'impression qu'en France, on se bat pour toujours en vouloir toujours plus. Mais bon, après, ça, c'est notre avis. Alors, pourquoi est-ce que les gens agressent les pompiers? J'ai Choupiflou qui dit c'est parce que pour eux, ils représentent l'État. Et en plus, ils osent éteindre les feux que les manifestants ont allumés. Ouais, mais c'est totalement débile, on est d'accord, hein. Il y a Caro qui dit c'est complètement illogique d'être anti-pompier. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est là que ça montre la grosse limite des gens qui sont anti-système. En fait, les gens qui sont anti-système, ils sont anti-tout. Et moi, j'ai envie de leur dire, si t'es anti-tout, bah, tu t'en vas et tu vas vivre en Afrique du Sud. Tu vois, là, je viens de vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud avant. Va vivre en Afrique du Sud. Prends ton petit sac à dos. Va vivre en Thaïlande. Je sais pas où, au Vietnam. Si la France, comme elle l'est actuellement, tu ne l'aimes pas, le système, pas le système. Quand t'entends des gens, je te jure, quand t'entends des gens parler, il n'y a rien qui va. Il faut toujours manifester pour demander plus. Plus de ci, plus de ça, plus de ci. Alors oui, il y a des métiers où il faut plus. Hein, je vous ai déjà parlé des profs et des soignants notamment. Mais à un moment donné, les manifestations du 1er mai, c'est la manif qui protège les travailleurs, tu vois. Et je vous l'ai déjà dit, pour moi, les travailleurs, ça veut rien dire. Parce que moi, je suis un travailleur. Oui, non, je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'être catalogué travailleur. Ben voilà, c'est... Les travailleurs, on protège les travailleurs, on protège les ouvriers, on protège les salariés. On considère que du coup les gens qui sont pas salariés on considère qu'il y a juste salariés et patronat, alors que pas du tout. Il y a des gens qui travaillent à leur compte, qui sont libérales. Il y a des gens qui sont à la fois patrons et salariés. Entre le salarié et le patronat, il y a ce qu'on appelle les petits managers. Ils sont où les managers? Ils décident sans décider. On les met où? On les met dans la manif du 1er mai avec la CGT, ou on les met dans les syndicats du patronat du MEDEF. On les met où? Enfin bref, voilà. En France, c'est toujours les mêmes histoires. J'ai l'impression que... Voilà. Et donc, la manif du 1er mai, c'est là où on voit les limites. C'est que là, on le voit, cette femme-là, alors c'est une femme, c'est évidemment pas toute la manif, mais elle vient là, en plus elle s'habille en street medic, voilà. Les street medics, je vous rappelle, c'est pas des secouristes, ils ont pas vraiment de formation, ils sont juste là voilà, pour aider vite fait, comme ça, les petits bobos, quoi. T'es tombé, tu t'es pris un parpaing, un bout de trottoir, ou je sais pas, moi j'en sais rien, ou t'as une insolation, enfin des petits bobos comme ça, tu vois, ils sont là pour te donner à boire, pour donner des petits coups de sucre, pour te faire des pansements, mais voilà.
Elle va avec son habit de blanc, de je suis street medic, agresser le pompier. C'est là que tu vois la limite de ce système, de cette mouvance anti-système, anti... Pour moi, voilà. Je vais vous lire. Et la femme de la manif Gilets jaunes avec le slogan Macron démission, Macron décapitation. Ah, c'était cette même femme-là? Ah oui, je me rappelle de cette vidéo. Elle avait effectivement une pancarte avec écrit Macron démission, Macron décapitation. C'est donc cette femme-là qui a agressé le pompier lors de la manifestation du 1er mai. C'est cette même femme-là, alors. Si tu peux me confirmer ça, Xubou, parce que moi, j'ai pas suivi, du coup. Hein? Il y a Adeline qui dit, moi, une fois, j'étais au marché Gilets jaunes, on s'est retrouvé en pleine manif. Non, il y a Adeline qui dit, moi, une fois, j'étais au marché de Noël, on s'est retrouvé en pleine manif de Gilets jaunes, j'ai flippé pour ma vie. Bah ouais, mais je suis d'accord. Si la manif des Gilets jaunes, c'était pas des manifs encadrés, c'était des manifs sauvages. C'était des manifs sauvages où ça partait dans tous les sens, ça... Voilà, c'était... Je pense qu'à contenir les Gilets jaunes, ça devait être un boulot de fou pour les forces de l'ordre. Parce qu'il y en avait partout, ça partait d'un rond-point, ça allait là, ça bloquait les voitures, les trucs, ça faisait n'importe quoi, ça brûlait des pneus, des palettes sur les ronds-points, ça dégradait la voirie, les voies publiques, c'était n'importe quoi. Ça empêchait les gens de passer, ça faisait des barrages filtrants, mais n'importe quoi. On l'a tous connu, ces barrages filtrants des Gilets jaunes. Ah, klaxon, c'était avec nous, mais non, dans les voitures, tu sais pas qui y a, s'il y a des infirmiers qui sont pressés, des bébés, des femmes enceintes, enfin, et les mecs, ils étaient là, tout contents, à brûler des palettes et à faire des barrages filtrants. Enfin, ça a été la honte de la France, il faut le dire. Hein. Les Gilets jaunes, il y en a qui en sont fiers, mais ça a été la honte de la France aux yeux du monde, hein, faut le dire, faut vraiment le dire. Hein. Et ça n'a apporté, ça n'a rien changé, ça n'a servi à rien du tout, hein, rien du tout. Les gens voulaient faire une nouvelle révolution, ils se sont cru en 1700, Robespierre, on décapite les gens et tout ça, mais pas du tout. Ah, ben oui, voilà, Macron décapitation. C'est ça, les gens pensaient décapiter... allez, vas-y, on décapite le président. Enfin, les gars, on n'est plus... Hein? On n'est plus au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ou je sais pas quoi, là. Hein? Voilà. Donc, elle s'appelle Jocelyne Chassard, apparemment, cette femme-là. Et c'est une ancienne enseignante. Elle a d'ailleurs pris 3 mois de prison avec sursis pour avoir dit Macron décapitation. Et bah, du coup... Vu que là, elle a agressé le pompier, elle a récidivé, donc peut-être qu'elle va avoir un casier judiciaire, cette femme-là, du coup. Vu que déjà, elle a été accusée pour sa pancarte Macron décapitation, 3 mois de sursis, elle va peut-être, du coup, là, récidive, elle a agressé le pompier, peut-être qu'elle va avoir un casier, alors, cette femme-là. Affaire à suivre, alors. Aksubu, si tu peux suivre l'affaire, je vais me noter aussi tu sais quoi, je vais me noter son nom, et je vais me le noter, là, dans la petite fiche, je vais dire... Suivons un petit peu ce qui s'est passé avec cette femme-là, tiens. Affaire à suivre, Jocelyne Chassard. Voilà. Macron, décapitation, je mets. Et pompier agressé. Voilà. 1er mai. Donc, est-ce que pour vous, je pense qu'elle a déjà un casier, nous dit Aksubu, elle est plus prof car elle a traité des collègues professeurs de fachos et de collabos. Ah oui, mais elle est vraiment fracasse complet alors. C'est vraiment une illuminée. D'accord, ok, donc c'est vraiment une illuminée. Elle, à mon avis, c'est une complotiste, mais de talent, quoi, la meuf. La meuf, à mon avis, elle doit être au top du complot. Ouais, c'est... Ouais, d'accord. Ouais, ok. Y a Rita qui dit, moi j'ai très peur de la police, mais je suis aussi très contente qu'il soit là. Sinon, qui maintiendrait la sécurité et l'ordre, ça serait le chaos dans le pays, etc. Alors, effectivement, bonne question de Choupiflou, nous dit, qui te pose la question, Rita, pourquoi est-ce que tu as peur de la police? Moi, le peu de fois que j'ai eu affaire à la police, effectivement, ils ont toujours été très cool. J'ai eu affaire à la police pour des affaires me concernant moi, j'ai eu affaire à la police pour des affaires concernant des voisins à moi, notamment des agressions entre voisins, où j'ai pu témoigner. Voilà, j'ai déjà eu affaire aux pompiers, non jamais, mais voilà, mais si tu n'as rien à te reprocher, Rita, tu n'as pas à avoir peur de la police. Voilà. Il y a une mouche qui m'énerve là dans la pièce. Il y a une mouche qui m'énerve. Donc, vraiment, t'as pas à avoir peur de la police, hein, Rita. Hein, moi, pour
pour côtoyer plein de gens dans la police, t'as pas à avoir peur de la police. Je côtoie aussi, sachez, je fais l'avocat du diable, je côtoie ou j'eus côtoyé aussi des gens anti-flics qui ont d'ailleurs toujours des arguments qui ne tiennent pas la route. Mais voilà. Après, je pense que les gens qui n'aiment pas la police, c'est juste des préjugés qu'ils ont, voilà. C'est tout, hein. Voilà, hein. Y a Rita qui dit « C'est comme ça depuis que je suis toute petite, j'ai peur de la police et des militaires, peut-être juste parce qu'ils portent des armes, et du coup à cause des films, je ne sais pas, mais maintenant je réussis à passer à côté d'eux sans faire de détour, mais la première fois que mon père m'a amené là-bas pour déposer ma pièce d'identité, j'avais 5 ans, mais j'ai pleuré comme pas possible. » Ah, mais c'est pas la police qui te fait peur, Rita, c'est les armes, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la police qui te fait peur, Rita, c'est les armes, et là je peux comprendre, mais sache, Rita, que les gens qui portent des armes en France, c'est des gens qui sont formés. Même si on peut quand même se poser la question que non, il y a certains policiers qui ne sont pas assez formés. Les militaires sont formés, les gendarmes aussi. C'est vrai que dans la police, je suis d'accord avec toi Rita, il y a des gens à qui on donne des armes qui sont absolument pas suffisamment formés. Je le sais parce que j'ai des copains à moi qui étaient réservistes et qui sont toujours réservistes dans la police. Ils ont eu une petite formation de quelques semaines pour apprendre à tirer vite fait. Ils savent vite fait comment ça marche une arme, mais voilà, ils vont pas être aussi bien formés qu'un militaire. Effectivement, les gendarmes sont des militaires, c'est pour ça, effectivement, Marie, tu as totalement raison, que donc les militaires et les gendarmes, selon moi, sont beaucoup mieux formés que la police, ne serait-ce qu'au port de l'arme, à l'utilisation de l'arme, etc. Et donc, c'est vrai, la police, Rita, tu as raison, devrait être beaucoup mieux formée, et d'ailleurs, eux-mêmes le demandent. Et c'est le gros souci de la police en France, c'est qu'il y a un manque de moyens, comme il y a un manque de moyens dans l'éducation nationale, et comme il y a un manque de moyens dans le secteur de la santé publique, voilà. Donc police, les soignants et les profs, voilà, c'est vraiment quand même les 3 grands domaines où on devrait donner un petit peu plus d'argent, et payer un peu mieux les gens aussi, et puis changer les voitures des policiers, refaire la peinture dans les commissariats, changer les ordinateurs, enfin, c'est des bêtises, mais voilà. Et c'est vrai que les gendarmes, eux, ils sont quand même un petit peu mieux logés du fait que c'est l'armée, donc c'est pas pareil. Mais voilà, c'était le petit point sur les armes, et voilà. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans les forces de l'ordre, il y a police, gendarme, il y a plein de gens, et voilà. Donc Jocelyne Chassard, affaire à suivre, merci à Tsubu, qui a donc agressé ce pompier lors de la manif du 1er mai. Donc on est tous d'accord pour dire que cette dame-là est perchée complètement, et que je pense qu'à un moment donné, lorsque des gens... Dites-moi votre avis, et après on va finir là-dessus. Hein, on finit là-dessus, là, dans 5 minutes, on s'arrête. Les gens... Là, elle a déjà été condamnée parce qu'elle a fait une pancarte Macron décapitation. Aksubu nous dit qu'apparemment aussi... elle a déjà traité des anciens collègues à elle de fachos et de collabos. Donc, voilà. Tu vois très bien, hein, quand tu traites les gens de fachos et de collabos, tu vois très bien que voilà, t'es anti-système, t'es évidemment d'extrême gauche, t'es facho. Voilà. Les gens qui traitent de fachos, ceux qui votent Macron ou qui votent à droite, voilà, tu vois vraiment où ils sont. Quoi. Ils sont même pas là, tu peux même pas les mettre, tu sais, tellement loin que voilà. Ensuite, donc elle agresse un pompier, donc c'est vraiment les gens qui ils mélangent tout, ils confondent tout, voilà. Et pour eux, voilà, c'est complot, on est dirigé, on est des pions, on nous veut du mal, etc. Et ils partent dans des délires comme ça. Est-ce que ces gens-là, à un moment donné, s'ils sont condamnés par contre, hein, donc elle a été condamnée pour sa pancarte, peut-être qu'elle sera condamnée parce qu'elle a agressé le pompier. Peut-être que si ses anciens profs portent plainte contre elle, elle sera aussi peut-être condamnée parce qu'elle les a traités de fascistes, de collabos, etc. C'est des insultes, ça c'est grave hein, de traiter quelqu'un de facho. Attention, hein. Peut-être que ces gens-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas les faire suivre psychologiquement, vraiment? C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont laissés comme ça dans la nature, et qui peuvent être amenés, je pense, vraiment, à tuer. Je pense que c'est des gens qui vont tellement loin dans leur délire qu'ils pourraient être amenés à vouloir tuer Macron. Ou ils pourraient être amenés un jour à tuer un pompier.
a tué un policier. Genre, tu vois, ils vont croiser. J'en sais rien, moi. Elle pourrait être amenée à croiser, à tuer un ancien collègue à elle. Parce que quand tu vas de plus en plus loin dans tes délires complotistes, ça peut t'amener vraiment à des dérives. Comme on le voit aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, les fusillades de masse, c'est parce qu'il y en a, ils vont dans des délires sectaires, religieux, de je sais pas quoi, ils sont complètement perchés. Les gens qui sont auteurs de fusillades aux États-Unis, ils ont tous leurs raisons. Mais ils sont tous fous. Ils ont tous fous. Ils ont tous des dire, ah, moi j'ai tué ces gens-là parce que bah, c'est, je sais pas, c'est soit des suppôts de Satan, soit ils sont à la solde du gouvernement. Tu vois, ça, c'est des trucs, souvent, t'entends, être à la solde du gouvernement. Les gens qui pensent ça, je pense qu'il faudrait psychologiquement les suivre, tu vois. Non? Je sais pas, hein. Alors, il y a Rita qui dit, j'avoue que si on pouvait me refaire mon bureau à l'hôpital et avoir un peu plus qu'un placard à balai, et refaire aussi ma salle de classe, je ne dirais pas non. Ah mais Marie, t'es diététicienne à l'hôpital? Mais du coup, t'es dans le public? Parce que moi, je croyais que t'étais diététicienne genre en libéral, moi Marie, tu vois, que t'étais dans le private, quoi. T'es diététicienne à l'hôpital public, et en plus de ça, t'es prof aussi? C'est vrai ça? Est-ce que t'es fonctionnaire, Marie? J'aimerais savoir. Parce que d'après ce que j'ai compris, t'es prof contractuel, donc t'es pas fonctionnaire, tu vois. Euh, Donc, est-ce que tu peux nous dire ça? Alors, il y a Lexi qui dit attention, ce qu'a dit Aksubu tout à l'heure, c'est faux. Ce n'est pas la même personne. Jocelyne Chassard, c'est une ancienne prof de collège qui a fait l'affiche Macron décapitation. Celle qui a agressé le pompier, c'est Aguerre Hammer. Aguerre Hammer, donc je vais le noter. Aguerre Hammer, pompier agressé 1er mai. Voilà, effectivement. Merci de vérifier les infos avant de les mettre sur le chat. Après, on va pas jeter la pierre à Aksobu, Lexi, parce que là, on est sur un direct et que elle a peut-être entendu ça, et voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Toi, tu as vérifié l'info, Lexi. Et voilà. Et tu peux dire, attention, elle s'est trompée, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est comme moi, des fois, je vous dis des trucs, vous vérifiez, et vous me dites, non, c'est pas vraiment vrai ce que tu as dit. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. Ben voilà. Merci à toi, Alexis, d'avoir vérifié. Mais c'est pas Aksubu qui a fait l'erreur. Elle a juste. Peut-être elle avait entendu ça, etc. Il y a Choupiflou qui dit je suis d'accord avec toi, Babou, mais est-ce qu'on a assez d'effectifs de psychiatres pour faire ça? Effectivement, Choupiflou, t'as raison, on n'a peut-être pas suffisamment de psychiatres pour suivre psychologiquement tous les gens qui ont des pensées sectaires, tous les gens qui ont des pensées complotistes, et tous les gens qui ont des pensées effectivement dangereuses pour le gouvernement et dangereuses pour les Français d'ailleurs, parce que pour moi, ceux qui sont anti-gouvernement, ils ont des pensées qui sont dangereuses pour la population en général, voilà. Hein, voilà, parce que, mais ça, ce n'est que mon avis. Hein, mais quand tu es anti-système, il faut faire attention. Faut faire attention. Mais donc voilà, c'était la petite info là-dessus. Donc je vais continuer à faire des petites recherches sur Jocelyne Chassard et sur Aguerre Hammer. Aguerre Hammer, Aguerre Hammer. Je vais vite fait quand même taper Aguerre Hammer là pour voir qu'est-ce qui tombe sur elle. Qui est Aguerre Hammer, cette militante d'extrême gauche qui a agressé un pompier. Ouais. Elle sera jugée quand, tiens d'ailleurs. Ah, c'est un article qui date de un jour, ça. Elle sera jugée quand, du coup, elle? Elle sera jugée quand, cette femme-là? Elle sera jugée le 1er juin. Le 1er juin, elle sera jugée pour l'agression du pompier. Elle est mère de 2 enfants. Ouais. Elle a passé 3 nuits en garde à vue avant son audience. Elle restera libre sous contrôle judiciaire, etc., etc. Voilà, blablabla. Ok, bon bah écoute, voilà, 1er juin, elle sera jugée. Donc bah voilà, on verra ce qu'il en suit. Elle est poursuivie pour violence sur personne chargée de mission de service public. Voilà, ça c'est important, hein. Un pompier, c'est quelqu'un qui est personne chargée de mission de service public. C'est pas une autorité de l'État, ça c'est important, hein. Voilà, contrairement à un policier qui va... Lui, c'est l'autorité de l'État. Un pompier, c'est pas l'autorité de l'État. Faut que les gens, des fois, d'extrême gauche, comprennent ça. Bon, heureusement, c'est pas tous les militants d'extrême gauche qui sont comme cette folle-là.
Mais voilà. Et elle va être aussi poursuivie pour outrage, pour rébellion, et pour participation à un groupement en vue de commettre des violences. Ah, voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Bon, bah, je vous embrasse. Ah, bah, je lis quand même vite fait parce que Marie, elle m'a répondu. Il y a Rita qui dit, je sais pas comment quelqu'un de lucide peut se réveiller un jour avec ces pensées-là, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, Rita. J'arrive pas à comprendre qu'un jour quelqu'un se dise, on est gouverné par... on est des pantins, des marionnettes. Moi, bon, bref. Y a Marie qui dit, j'ai 3 casquettes. Je suis en libéral, en visio et sur 2 cabinets, ainsi qu'à l'hôpital. Tout petit temps partiel. Ok, d'accord. Et je suis aussi enseignante en temps partiel. En hygiène, en alimentation. Ah, mais tu es fonctionnaire, alors. D'accord, mais tu peux être fonctionnaire et en même temps libéral. Oh là là, Marie, il faudra que tu me détailles ça. Envoie-moi un truc sur Insta, là. Raconte-moi ta vie sur Instagram. Je savais pas qu'on pouvait être fonctionnaire à la fois dans le libéral. Bah, détaille-moi un peu ça, parce que tu as un parcours chelou. Et j'aime bien parce que tu as plusieurs métiers. Du coup, tu as plusieurs sources de revenus. Et ça, c'est bien. Enfin, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui ont plusieurs sources de revenus comme ça. C'est très précaire, c'est très borderline, des fois. Tu sais jamais combien tu vas gagner. Mais voilà, envoie-moi un message sur Insta. Ok, le mari de l'infirmière est venu dans TPMP pour s'excuser. Mais on s'en fout, c'est à elle de s'excuser, pas à son mari. Ah ouais, carrément, le mari est venu. Oh, le pauvre mari, oh là là. Ah ouais, ouais, t'as raison, on s'en fout, c'est pas à lui de s'excuser. Ah bah non, carrément, bah bien sûr que c'est pas lui, c'est à elle de venir. Bah attends. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Je suis en dessous de 50%, nous dit Marie, c'est pour ça que je peux cumuler. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci, merci. Tu appliques à la lettre le conseil financier de diversifier ses sources de revenus. Effectivement, Choupiflou, tu vois exactement. Marie, elle a 4 sources de revenus, elle a tout compris, elle. Ouais, je vous fais des gros bisous. Passez un très beau week-end. Je serai là avec vous mardi, on va parler argent. Si Marie, t'es là mardi, on pourra parler argent, du coup, et diversification de sources de revenus. Tu pourras aussi, du coup, un peu plus détailler ta vie, et voilà, des gens qui pourraient se dire, tiens, pourquoi est-ce que je pourrais pas commencer une petite activité en tant que en libéral, ou en tant que voilà, qu'auto-entrepreneur, pour avoir un petit peu plus d'argent en plus, voilà, c'est toujours des trucs un peu auxquels les gens ne pensent pas, mais voilà. Bon, mardi, on parlera d'argent, j'ai des questions que vous m'avez envoyées sur Insta, ou en commentaire YouTube aussi, que je vais traiter. Moi, je vous dis à mardi. Prenez soin de vous, très bonne fin de semaine, gros bisous, bon appétit, merci les amis, merci d'avoir été là, alors commentez, ciao!